Bonjour à tous et bienvenue dans cet Insiders un petit peu spécial puisque aujourd'hui notre invité, votre invité, c'est le patron du football professionnel, c'est Lorin Paresse. Bonjour Lorin. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Châtel avec nous pour évoquer quand même quelques sujets, on ne va pas dire chauds, on va plutôt dire bouillants par les temps qui courent et on n'éludera rien, on va parler de tout, hein, c'est la base de cette émission. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. On va commencer avec un petit échauffement, calmement. Vous êtes à la tête de la Pro League depuis 7 mois maintenant. Sans réfléchir, comme ça, votre meilleur souvenir depuis votre arrivée? C'était l'approbation du plan Football First avec la nouvelle compétition, le nouveau format pour la compétition depuis la saison suivante et les réformes qu'on a installées au sein de la Pro League. Le plus mauvais souvenir? C'était les matchs dont on a parlé hier et les semaines avant où il y avait de la violence. Bon, justement, on rentre dans le vif du sujet, Thomas, parce que Thomas Châtel est prêt. On a phobie nos armes. Évidemment, ici, on a quand même pas mal de choses. Moi, ce que je vous propose, Lorin, c'est de revenir sur une déclaration que vous avez faite à l'issue de la réunion de lundi. Où vous avez rencontré un petit peu tous les responsables des clubs professionnels. Je vous cite. Le règlement actuel ne change pas pour le moment. Je suis prêt à mener une réflexion approfondie, mais si nous modifions le règlement, nous devons bien le faire. Il y a énormément de possibilités et de questions à se poser. C'est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Est-ce que vous acceptez le débat contradictoire, Lorin, pareil, puisque moi j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tôt, c'est presque trop tard. Tout ce qui s'est passé là maintenant, ça n'arrête pas de se passer. Chaque fois on a l'impression qu'on se dit, on va prendre des mesures, on va être sévère, on va faire ci, on va faire ça, et au bout du compte, il n'y a rien qui se fait et ça recommence. Ok, mais maintenant il faut bien séparer les choses. Ça veut dire que le règlement, c'est-à-dire c'est toute la question sur la sanction sportive quand un match est arrêté. Et là, je reste... je ne change pas d'avis en 24 heures. Je reste avec la déclaration que j'ai faite hier. Parce que il faut réfléchir là-dessus. Il n'y a pas de tabou. Mais il y a quand même des questions à se poser. Par exemple, aux Pays-Bas, lorsqu'un match est arrêté à cause du comportement des supporters, ils arrêtent le match et le temps qui restait, ils doivent jouer le jour après à huis clos. Mais réfléchissons au cas de figure où il y a un club qui joue dimanche, qui doit refaire le match le lundi à huis clos, ça peut être très loin, et qui joue au niveau européen. Et comment ça se passe aux Pays-Bas, puisqu'ils le font? Ils ont aussi des clubs, le pays est plus ou moins le même que le nôtre, il y a des clubs qui sont en Coupe d'Europe, comment est-ce qu'eux y arrivent et que nous on n'y arriverait pas? On va étudier le cas, mais on a vu le cas échéant, un match qui s'est arrêté à la fin, je pense, de la saison précédente aux Pays-Bas, et je pense qu'il y avait 10 minutes, un quart d'heure à rejouer, ça aussi peut être le cas avec un règlement tel que s'il y a 5 secondes qui restent, qu'on doit rejouer un match pour 5 secondes. Donc ça, c'est pas une bonne idée pour vous? Mais non, je ne me prononce pas sur l'issue. Ça veut dire que je soulève des questions dont on doit réfléchir. Et je pense que ça mérite une réflexion, mais une réflexion bien approfondie et pas du jour au lendemain. Eh bien, approfondissons, parce que, on va écarter la solution des Pays-Bas, parce que j'entends bien qu'elle ne vous plaît pas complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bien sûr le cas que c'est jamais facile de changer un règlement au cours d'une saison. Mais si le règlement n'est pas bon, Lorin, il faut le changer. Quand un règlement, on voit qu'il est caduc, qu'il n'est plus bon, qu'il est voire même obsolète, il faut le changer, peu importe quand. Le plus tôt, c'est le mieux, quand quelque chose n'est pas bon. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On va réfléchir. Moi, je ne suis pas prononcé sur oui ou non changement du règlement, ni quand on le ferait, si on le fait.
moi, je dis, je vais réunir quelques personnes à mener une réflexion là-dessus. On va prendre notre temps à faire ça. Et c'est ce qui dérange les gens, Laurine, pareil. C'est quand on dit on va prendre le temps, et ça fait trop de temps qu'on attend. Pour l'instant, les supporters ont toujours le pouvoir. Tant que vous ne faites rien, les supporters peuvent toujours décider de l'issue d'une rencontre. Oui, mais au cours d'une compétition, il faut que tu trouves aussi comment on dit, une majorité si tu veux changer la règle. Et je ne suis pas convaincu à l'heure actuelle que tous mes clubs sont partie prenante à changer cette règle. Vous n'êtes pas convaincu, mais vous n'en savez rien en fait. Ben, j'en ai déjà entendu quelques-uns. Ça veut dire que, en tout cas, il n'y a aujourd'hui pas un consensus clair. Même après ce qui s'est passé ces derniers jours. Oui, bien sûr, parce que la règle était d'application pendant la première partie de la saison. Et certains disent qu'il faut même rester avec les mêmes règles jusqu'à la fin de la saison, parce que aussi les cas de figure qu'on vient de vivre, écoute, c'est un cas de figure que personne ne pourrait s'imaginer, que des supporters qui aiment leur club, qui disent aimer leur club, vont changer les résultats, même lorsque leur club est en train de gagner, même le jour où un nouveau entraîneur, Felice Mazou, a été nommé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que personne osait croire que ça allait se passer. Il y a quand même eu un précédent, Marc, dans les deux cas, que ce soit à Anderlecht ou à Charleroi, ces supporters ont été sifflés par leurs propres supporters. Oui, oui. Et donc là, ça montre qu'une majorité commence à aussi se dire, bon, vous n'êtes plus des supporters, si vous n'êtes plus des supporters, foutez le camp. Je suis d'accord, Thomas, mais le problème n'a jamais été la majorité, ça a toujours été une minorité qui a été problématique. Moi, après votre déclaration, depuis ce matin, je rencontre des gens qui aiment le foot et qui me disent « Mais enfin, Marc, pourquoi est-ce que c'est si lent ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un conclave ? On vous enferme, vous, avec les dirigeants du football belge, et vous n'en sortez que quand vous aurez trouvé une décision qui va satisfaire tout le monde. Ce sera peut-être un huis clos, ce sera sans doute une décision qui sera impopulaire, mais à un moment donné, on ne peut plus. » Moi, je pars du principe que j'ai une petite fille de 5 ans qui aime regarder son papa à la télévision, et moi, je n'oserais pas l'emmener avec moi au foot. Ça, pour moi, c'est insupportable. Ça, c'est la raison pour laquelle je disais au début de mon discours qu'il fallait bien séparer les choses. Ça veut dire qu'il y a une règle qui dit qu'il y a un score de forfait lorsque le match est arrêté à cause du comportement des supporters d'un club. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas immédiatement de l'action sur le niveau de sécurité dans nos stades. Et on a fait déjà beaucoup. Ça veut dire que depuis le début de cette saison-ci, ce ne sont plus les clubs, mais un organisme indépendant qui s'appelle la Chambre pour l'exclusion civile des stades, qui opère au sein de la fédération, qui statue en 20 jours ouvrables, appel inclus, sur une sanction définitive si ils prononcent une interdiction de stade. Il y a beaucoup de cas qui ont été jugés ils ont comme déjà jugé 19. Ils ont déjà prononcé, exactement, merci Thomas de m'aider, 19 interdictions de stade. À Malines, il y avait une agression physique et quelqu'un en 20 jours ouvrables, a été infligé d'une peine, d'une sanction de 7 années d'interdiction de stade. Ça, ce sont des changements qu'on a fait au début de cette saison-ci. Ça veut dire on punit, on sanctionne plus vite, plus lourd et plus indépendamment qu'avant. Et aussi avec sursis. Ça veut dire que quelqu'un qui jette quelque chose, un pyro, dans un stade, qui est dans la procédure d'être jugé par cette chambre, est immédiatement suspendu. Ils ne peuvent plus entrer pendant la procédure dans un stade. Et ça, c'est très important parce que alors les gens qui étaient à côté et qui ont vu quelqu'un commettre un acte, ils se disent bien sûr, lorsqu'ils voient cette même personne 15 jours plus tard à côté d'eux dans le stade, mais OK, il n'y a personne qui est puni ici. Alors, ce que les clubs peuvent faire eux-mêmes, ces sanctions, ces interdictions de stade, ils ont déjà installé ça avec la police. Oui, mais pour sanctionner, alors il faut identifier, et là on arrive au nœud du problème. Thomas, merci, parce que l'identification, c'est le deuxième point. On va
avant la fin de cette année-ci, ça veut dire en 6 semaines, faire en sorte qu'il n'y a que des tickets au nom qui seront vendus. Et dans notre système central de ticketing qu'on a installé depuis le début de cette saison-ci, ça s'appelle RoboTicket, nos 26 clubs ont le même système, on va faire le lien en temps réel avec la base de données de tous ceux qui ont une interdiction de stade. Ça veut dire qu'on ne peut plus physiquement vendre un ticket à quelqu'un qui a une interdiction de stade. Et prendre la carte d'identité de quelqu'un d'autre pour acheter le billet, c'est possible aussi. Ah non, il faut s'identifier. Oui. Et alors, il vient la troisième étape. Il faut un contrôle d'identité sur place. Voilà, le contrôle d'identité lorsqu'on rentre au stade. On a demandé à Madame la ministre d'accorder le pouvoir aux stewards, au personnel de sécurité de nos clubs, de contrôler l'identité vous à l'entrée. imaginez le travail que c'est, ça? Quand il y a 20 000 personnes qui doivent rentrer avec un contrôle d'identité? Ils vont peut-être pas contrôler les enfants, mais ils vont contrôler... Ouais, c'est ça. C'est la possibilité qui nous est accordée. Ça veut dire que je peux m'imaginer que, par exemple, certains emplacements dans un stade vont être contrôlés. Je peux m'imaginer que, par exemple, les visiteurs vont être contrôlés. Je peux m'imaginer qu'un club va décider de faire des spot checks et de faire en sorte qu'ils font un contrôle d'identité. Mais pour ça, on a besoin d'une loi. La loi doit être votée par le Parlement. Et c'est quelque chose qui va retomber encore sur les stewards qui en ont déjà plein la tête et qui sont des bénévoles finalement. Oui, les stewards seront accordés un statut qui est au même un petit peu mieux qu'aujourd'hui, mais il y a aussi le personnel privé de sécurité qui aura le pouvoir, lorsqu'ils sont pris en charge par le club, de contrôler cette identité. Ça veut dire qu'on va investir plus dans le contrôle d'identité. Ça ne veut pas dire, parce que c'est très important, j'ai eu la question maintes fois pendant les 24 heures passées, est-ce qu'il sera plus possible de transférer un ticket ou un abonnement lorsque moi je décide de ne pas assister à un match à quelqu'un d'autre? La réponse est, ce sera encore possible, mais ce sera un transfert à quelqu'un qui a un compte chez un club ou qui est registré ou identifié. Oui. Ça veut dire que ça, c'est le seul, et on a un système, ça s'appelle Free Your Seat, que les clubs peuvent activer pour faire en sorte qu'un transfert sera encore possible. Puis, on arrive bien sûr à la question que les clubs posent aussi au pouvoir public, c'est d'avoir la possibilité pour le personnel de sécurité, pour les stewards, de faire une fouille plus approfondie que la fouille qu'on puisse faire aujourd'hui. Ça, c'est très important. Puis, on veut l'interdiction dans la loi foot de porter un cagoule. Une cagoule. Cagoule, excusez-moi, de porter des cagoules. Et lorsque quelqu'un met un cagoule dans un stade, on veut un entretien avec les zones de police pour savoir comment ils vont nous aider à faire en sorte que cette personne fait en sorte qu'on peut toujours identifier qui c'est. La police a déjà dit qu'elle ne voulait pas faire ça. Mais oui, c'est très compliqué. À Charleroi, ils étaient une trentaine à avoir une cagoule. Vous imaginez le steward qui dit « Tu veux pas retirer ta cagoule ?» Vous pensez que rien à foutre. Hein. Mais le pouvoir de contraindre quelqu'un physiquement à faire quelque chose, c'est un pouvoir exclusif de la police. Et ça doit rester dans sorte. Moi, je ne vais pas demander que nos stewards... mais donc si la police dit non, ça mais ça, c'est la raison pour laquelle on doit se mettre ensemble avec la police et de trouver un moyen, un modus vivendi, pour résoudre ce problème. Et ça, ce sera pour quand, Laurine Paresse? Là, pour l'instant, il y a la trêve du mondial, donc c'est bien, on a un petit peu le temps. Mais en Belgique, quand on a le temps, on le prend tout le temps. Mais hier, on a demandé la question à Madame la ministre de présenter la table, d'inviter toutes les zones de police et leurs bourgmestres avec nos clubs, et on veut en parler demain. Et pour nous, on sera toujours à l'appel. Et puis, on ajoute la question qu'on a posée aussi au pouvoir public, d'inscrire une obligation pour ceux qui ont une interdiction de stade, de se présenter chez leur haut commissariat pendant un match, comme c'était le cas auparavant, comme c'est encore en vigueur en Angleterre. Comme ça, on a
au moins 2 ou 3 verrouilles de sécurité, qu'on sache que quelqu'un qui a une interdiction de stade ne sait pas entrer chez nous. Et ça veut dire que nous, on a alourdi les peines, on fait en sorte qu'on punit, on sanctionne en 20 jours. Ça viendrait très clair lorsque les cas vont s'échouer. Deuxièmement, on fait le lien avec les tickets au nom et la base de données de ceux qui ont une interdiction de stade. C'est ce qu'on peut faire nous-mêmes. On l'a fait ou on le fera avant la fin de cette année-ci. Pour les autres modifications de la loi dont je parlais, on a besoin d'une législation. Et on est en très bonne collaboration avec le ministère des Affaires intérieures pour faire en sorte que ces moyens sont accordés au club. Parce que la ministre de l'Intérieur que j'ai lu ces dernières heures ou derniers jours, elle dit OK, la police, mais moi, c'est surtout les clubs sur lesquels je veux qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils investissent dans les caméras, par exemple, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 discours différents. La Pro League qui dit oui, la police va nous aider, etc. Mais la ministre de l'Intérieur, elle dit c'est surtout les clubs qui doivent être mis devant leurs responsabilités. Mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est tous ensemble. Et ce que nous, on dit clairement, c'est qu'on est prêt à prendre notre responsabilité. Moi, j'ai jamais vu un moment où nos chefs de club, nos leaders, nos présidents de club se sont exprimés si clairement contre ce qui se passe dans les stades. J'ai jamais vécu un moment où 99% des supporters, des fans qui sont dans un stade désapprouvent de manière super claire des actions de certains qui prennent le foot en otage. Et la Pro League les rejoignent. Ça veut dire que, ou les rejoint. Ça veut dire que on est tous ensemble avec le ministère des Affaires d'Intérieur à faire bouger, à changer des choses. Alors, prendre la responsabilité, oui, mais il faut nous accorder le pouvoir aussi à prendre cette responsabilité. Si on ne sait pas faire des fouilles, si on ne sait pas identifier des personnes qui rentrent chez nous, si on ne sait pas faire en sorte qu'on sait identifier quelqu'un qui met un cagoule, là, on est très loin de la solution. Ah oui. Et on veut travailler ensemble et nous, on va aussi investir. On va faire une analyse de nos systèmes caméra, voir où il faut investir dans nos systèmes, dans nos hardware, peut-être aussi dans la formation des gens qui sont derrière les caméras. Mm-hmm. Et les moyens viendront des recettes. On a droit à des recettes qui viennent des amendes. Des amendes, ça on veut changer, que les amendes qu'on paye, ce montant-là, que ça revient en investissement en sécurité, parce que comme ça, l'amende a un sens, parce que ça revient aux clubs, mais qui investissent dans la sécurité approfondie pour les fans. Mais deuxièmement, on a aussi un montant des recettes des coupes européennes et mondiales qu'on va investir là-dedans pour nos clubs. Ça veut dire que prendre la responsabilité, oui, on demande juste les moyens de le faire et on investit de l'argent nous-mêmes. Est-ce qu'on peut mettre une date à tous ces beaux projets, une date précise? Est-ce qu'on peut espérer voir ça à la reprise du championnat après la Coupe du Monde? Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes sera prêt après le championnat du monde, oui. Très bien. Tout ce dont on a besoin des partenaires ou de l'approbation du Parlement, je pense que tout le monde est très conscient de la situation urgente et je pense qu'ils vont agir très vite. Bon, on a dépassé le petit quart d'heure qui était prévu, mais c'est logique, et on devrait peut-être encore rester plus longtemps, parce que c'est une gangrène qu'il faut à tout prix vraiment mettre un terme. On passe à une autre forme de gangrène, c'est l'opération main propre, Proper Handen. Là aussi, le temps passe, et vous êtes juriste de formation, vous savez que quand le temps passe, ça fait les affaires des avocats de la défense, il y a la prescription qui est là. On a beaucoup parlé de cette affaire-là, on n'en parle plus du tout. Est-ce que ça va faire... Mais non, moi j'espère que, écoute, il y a eu un comportement dans le passé qui était complètement inacceptable. Point à la ligne. Pas de nuance, rien du tout. Inacceptable et on doit faire en sorte que ça ne se reproduit plus.
Deuxièmement, la justice doit faire son travail. Pour nous, à vrai dire, est-ce qu'elle le fait, son travail? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors il faut la laisser travailler, mais elle peut dire « Ouais, je travaille, qu'est-ce que je fais ?» C'est surtout, comme tu dis, Marc, il y a un gain de temps par la défense qui est en train de jouer la montre, tout simplement, et qui va à l'avantage de tous ceux qui ont fauté. On a porté plainte et on s'est mis partie civile dans ce cas. Alors je sais très bien qu'ils étaient prêts à envoyer le cas devant la Chambre pour voir qui va être renvoyé devant le tribunal. Il y a des parties qui ont demandé des recherches supplémentaires. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça traîne. Il y a aussi des... Ils recherchent quoi? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Et il y a aussi des... des gens qui ont conclu un accord avec la justice entre-temps. Alors, moi, je n'ai pas de vue globale là-dessus, mais moi, je sais très bien que je ne veux pas que ça traîne. Et deuxièmement, si je regarde avec un peu de recul sur Opération Main Propre, ça a aussi été un cadeau. Parce que ça a vraiment fait en sorte qu'on a fait des réformes dans le monde foot. On a maintenant le seul secteur sportif partout dans le monde qui est soumis à la législation anti-blanchiment. Ça, c'est Ouais. Mais on a le sentiment, Laurine Pareil, que ce soit dans l'affaire des arrêts de rencontres ou ici des mains propres, qu'il faut vraiment, en Belgique, qu'on touche le fond, qu'on se dise on ne peut pas aller plus bas parce que c'est intolérable pour qu'on agisse. Ici, dans les arrêts de stade, vous nous promettez d'agir rapidement. Dans la main propre, vous dites voilà, on veut avoir des sanctions. Mais dans l'esprit des gens qui aiment le foot, ils se disent il y a tellement de gros bonnets, des gens importants de tous les clubs qui sont concernés, qu'il va y avoir un arrangement mutuel qui fera en sorte qu'à un moment donné, ça va passer au bleu. Mais non, écoute, vous me posez des questions qu'il faut poser au ministère de Justice, au parquet, au tribunal. Nous, on est à côté des fans, des supporters qui disent on veut avoir une fin claire et rapide sur toute cette affaire-là. Mais en attendant, est-ce que le football belge actuellement, il est clair, il est clean, il est propre, tout ce qui se passe là maintenant? Mais écoute, moi, je n'ai pas un aperçu global sur toutes les finances de mes clubs. Moi, je vois les résultats globaux. Et ça veut dire que mes clubs, aujourd'hui, sont dans une situation financière précaire. Vraiment, là, il faut prendre des mesures. Là aussi, on a agi vite, parce que si les clubs veulent et peuvent agir vite, ils le font avec la Pro League. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé la règle que d'ici 5 ans, il faut avoir des fonds propres, des fonds propres positifs. Et dans le pire, et on a 5 ans, ça veut dire qu'il faut améliorer par 20% chaque année. Et dans le pire des cas, un club pourrait être puni sportivement de 9 points. Parce que si on applique une sanction financière à un club qui est déjà... c'est la double peine. Exact. Deuxièmement, on a installé la règle qu'il faut aussi évoluer dans un terme de 5 ans à la règle où on ne dépense pas plus que 70% du revenu d'un club au noyau sportif et son encadrement. Aujourd'hui, on voit des chiffres qui vont jusqu'à 140%. C'est inacceptable et on veut vraiment que ça s'arrête aussi. Puis troisièmement, on a au mois de février, on commence avec la Pro League University, qui est une collaboration avec l'Université d'Anvers, et on a contraigné 3 exécutifs des clubs de Jupiler Pro League et 2 du Challenger Pro League à avoir le certificat qu'ils ont complété, qu'ils ont suivi le cours. Ouais. Et c'est un cours, il faut être 90% du temps, il faut être présent, sinon on ne se fait pas de certificat. Et puis, c'est un cours où on a invité des profs de partout dans le monde pour venir enseigner pendant 5 fois 2 jours sur le management d'un club, sur comment
faire en sorte que les fans ont une expérience meilleure dans les stades, comment investir dans des projets sociaux. Là, on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'on évolue vers des clubs qui ont une situation financière qui sera meilleure qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est un petit peu le nouveau format de la compétition qui veut ça, il y a 3 descendants. Exactement. Il n'y a personne qui veut être dans les descendants. Donc là, quand vous me dites 130, 140, 150%, moi je pensais qu'il y en avait même à 200 ou 300%. Alors on met le paquet parce qu'on sait que dès qu'on tombe d'un échelon, il y en a qui ne se relèvent jamais. Et pas que ces clubs-là. Si on prend l'Antwerp, c'est le meilleur exemple. Ce qu'ils sont en train d'investir, c'est... On peut dire les clubs qui sont mal pour l'instant. Parce que Mehdi Bayat qui dit moi je peux dire que Charleroi est super. On a 5 clubs qui sont de manière structurelle positive. Hein. Mais tous les autres... Donc ça c'est Charleroi, Bruges... Oui, je ne les connais pas par cœur, je ne veux pas les nommer ici parce que si je commets une erreur, je vais l'entendre, je pense, sur le social media. Mais en tout cas, c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'avec 3 descendants cette saison-ci, ça veut dire qu'il y a même 5-7 clubs qui peuvent se trouver en zone de danger et qui peuvent bien sûr avoir la réflexion que pour la dernière fois, ils peuvent encore investir plus pour rester. Et puis il n'y a qu'un club du Challenger Pro League qui cette saison-ci va promouvoir. Ça veut dire que là aussi, le ticket est très cher. Dans le nouveau format de la compétition, on aura la possibilité qu'il y en aura 3 et qui changent de Challenger au Jupiler ou vice-versa. Ça veut dire que la compétition sera plus attractive et que ce ne sera pas aussi difficile qu'aujourd'hui de monter du Challenger Pro League au Jupiler Pro League, ce qui est mieux pour les fans. Si je comprends bien, Laurine, donc vous allez faire une sorte de Pro League University pour essayer d'éduquer un peu les clubs. Mais concrètement, si on en revient par exemple à Proper Hand, un des gros problèmes du football, et du football belge notamment, ce sont les agents. Et les relations des agents entre les directions de football. Qu'est-ce que la Pro League a fait concrètement par rapport à ça ? Il y a un règlement maintenant pour la première fois sur les agents. Ça veut dire qu'il y a des règles claires de ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, et un agent ne peut plus être un agent de tout le monde. Hein. C'est déjà un changement. Deuxièmement, on a fait le clearing house. Ça veut dire qu'un joueur sait très bien comment son agent gagne de l'argent. Et il ne peut pas laisser... il y a une transparence totale maintenant sur des transactions. Il ne peut pas laisser les gens au noir sur où, de quel côté de la table il est en train d'opérer. Parce qu'il y avait des exemples où un agent était vraiment de chaque côté de la table, mais que ce n'était pas connu ou su par tout le monde. Par les 2 parties. Exactement. Et ça, ce sont des choses qui ont vraiment changé. Et qui sont en vigueur depuis quand ? Depuis main propre. Ça veut dire que là, il y avait un momentum que les clubs ont quand même pris. La loi anti-blanchiment, c'est assez sévère. Hein. Le règlement sur les agents et le clearing house, ce sont 3 résultats spécifiques des choses qui ont changé depuis main propre. Et puis, c'est bien sûr, puis on ajoute les règles dont on vient de parler et qui rentrent en vigueur la saison suivante. Et là, c'est la justice, dans les cas individuels, qui doit se prononcer. Bon, si je comprends bien, on arrive à la demi-heure. Si je peux faire un petit break. Donc, si je comprends bien, dans l'affaire des arrêts de rencontre, on est en attente du ministère de l'Intérieur. Oui, mais on a déjà pris des mesures. Oui, mais on attend avec la police, la police et tout ça, donc on est en attente. Ouais. Dans l'affaire de Proper Hand, les mains propres, on est en attente du ministère de la Justice. Vous venez du monde politique, on se demandait qu'est-ce que vous êtes venu faire ici dans le monde du football, mais en fait, vous êtes l'homme de la situation. Vous maîtrisez bien tout le langage politique, vous connaissez les gens qui vont décider ça, que ce soit M. Van Quickenborn ou Mme Verlinden. À un moment donné, vous pouvez vous servir de levier pour faire accélérer et peut-être réussir là où la Pro League n'est jamais parvenue à le faire. Mais je pense qu'on a déjà
fait... Parce que ça devient éminemment politique. Le Oui. football est en fait l'incarnation de la société. On a le football aussi qu'on mérite. Ça, c'est des grandes phrases, mais en même temps, elles ne sont pas dénuées de vérité. On a le football qu'on mérite. Donc si on a un football, pardonnez-moi l'expression, mais parfois de merde, c'est un peu de notre faute aussi. Ben, écoute, depuis que je suis là, on a fait bouger les choses en interne avec le format de la compétition, avec notre propre gouvernance, avec les nouvelles règles financières pour les clubs, et on a d'autres. Depuis que je suis là, on a fait le plan de sécurité et on travaille bien ensemble avec Madame la ministre, mais moi aussi, je voudrais qu'on allait plus vite. Ouais. Et puis, en ce qui concerne la justice, la dernière chose du monde que je ferais, c'est prendre contact avec des juges dans des cas particuliers de nos chefs ou présidents de clubs ou managers Pourtant, moi, qui sont je suis impliqués. persuadé que les avocats des personnes impliquées, ils n'arrêtent pas de prendre communication avec les juges. Hein. Mais écoute, eux, Non, mais par moment, eux, il faut aussi se salir les mains. non, mais Laurine. eux, ils défendent les intérêts Ouais. de leurs clients. Et ça, c'est leur job. Mon job, c'est de défendre l'intérêt global du foot. Et ça, c'est la raison pour laquelle on s'est porté partie civile. Mais je ne vais pas me mêler, bien sûr, parce que ça veut dire que moi, je prendrai position. Je veux juste faire un appel pour que ça se passe vite. Et ça, c'est dans l'intérêt du foot belge. Les cas individuels, je ne les connais pas. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas toutes les infos là-dessus. C'est entre les avocats, les parties qui ont été cités devant la justice et la justice. J'entends bien, mais alors là, ce serait une bonne chose, me semble-t-il, au niveau de la communication de la Pro League, c'est de dire que tous les premiers du mois, hein, le 1er avril, vous faites une déclaration en disant, voilà, on en est où au niveau de l'affaire des mains propres, on en est où par rapport aux engins pyrotechniques, pour qu'on sache que vous aussi, vous vous tenez au courant, mais qu'au moins, ce n'est pas évanescent, qu'on parle dans le vide. On a le sentiment parfois que, oui, on tape sur la table en disant, on faut prendre des trucs, et puis qu'après, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est ça qui est franchement inacceptable. Vous devriez en fait au niveau de la communication, voilà, tenir au courant les gens en disant l'évolution du dossier. Et on va vers quelque chose. Parce qu'on a le sentiment, et franchement, Laurine Perez, moi je suis dans le football depuis qu'on est tout petit. Vous aussi, vous adorez le foot, mais on a le sentiment qu'à un année, on n'avance pas. C'est dommage qu'on a ce sentiment-là parce que les choses sont en train de bouger, mais je trouve que la suggestion n'est pas si mauvaise que ça, de dire... Donc, on se voit tous les premiers du mois. de dire tous les Ici, premiers dans du le mois. studio, ici, on se voit tous les premiers du mois. Oui, mais non, mais il faut demander serait une alors bonne idée. aux responsables de venir. Et on peut... Madame Verlinden, Monsieur Van Quickenborn, vous êtes les bienvenus ici chez Eleven. Mais oui, mais pourquoi pas? Oui, au-delà de l'aspect communication où je vais dans ton sens, Marc, on sent que Laurine Pareys et la Pro League est souvent là comme pompier. Hein, on est dans la réaction. Moi, j'aimerais bien qu'on soit parfois dans l'anticipation. Est-ce qu'on peut aussi commencer à réfléchir comment faire pour plus concerner les supporters avec les clubs, qui se sentent beaucoup plus concernés plutôt que uniquement une sorte de communication de façade. Par exemple, en Allemagne, en Espagne, il existe des socios, des supporters qui participent, qui sont proactifs dans la gestion d'un club. Je ne dis pas qu'ils doivent être majoritaires, mais je dis que ça leur permet de se sentir concernés et que donc, s'il y a une grosse amende, ça les concerne aussi. Est-ce qu'on peut penser à ce système-là? Je sais que, par exemple, à Malines, il y a un système pareil. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Oui, parce que mais tous les clubs le font. Hein, réfléchir là-dessus et comment ils gèrent, c'est différent pour chaque club. Je pense aussi que ça, c'est vraiment les clubs qui doivent décider quel est le moyen le plus approprié pour eux de faire ce lien avec les fans. Mais il n'y a aucun club dans la Pro League qui pense que les supporters ne sont pas importants parce que tout commence et se finit avec les fans, avec les supporters. Et ils savent très très bien. Oui, mais les supporters, parfois, ont l'impression que c'est un petit peu eux qui viennent juste payer leur ticket et qui ne sont pas concernés complètement par le club. Oui, mais là, nous, on fait de la sensibilisation vers nos clubs, hier encore, de continuer à investir dans le dialogue avec leurs supporters. Nous, on le fait aussi. Moi, j'ai rencontré les supporters, toutes les fédérations samedi passé. Moi, j'ai eu un entretien avec Belgian Supporters Federation et un représentant des Ultras. On continue à investir là-dedans, mais
le lien principal, c'est entre un club et ses fans. Et moi, je pense que c'est la liberté d'un club de décider ce qui marche pour eux, mais un club qui n'entend pas ou qui n'est pas à l'écoute de ses fans ou des supporters, c'est un club qui va mourir à long terme, et chaque dirigeant en est conscient. Ça ne veut pas dire que nous, on va contraindre un club à dire mais il faut avoir 2, 3 représentants au conseil d'administration. Ben, il peut faire ça par un autre moyen. Ouais. Ça, c'est la discrétion de gérer le club. Mais ça concerne quand même la Pro League, le fait qu'il y ait de moins en moins de supporters dans les stades, ou pas? Non, parce qu'on voit très bien que ça dépend un peu avec quelle saison on fait la comparaison, mais on est en train de monter. Bon, ça c'est une bonne chose. Ça. Voyons un point positif quand même dans C'est vrai. Quel l'histoire. club? Ouais, oui. Autre point positif sur lequel il faut arriver, alors il y a peut-être un lien de cause à effet ou pas, mais c'est le coefficient européen. Alors dans les points positifs, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne pas dire que c'est une fleur à mettre à votre chapeau parce que vous êtes arrivé depuis 7 mois, c'est pas encore tout à fait l'influence ou la Lauren Paris touch, mais en même temps on peut s'en réjouir. Est-ce qu'il faut y voir là un lien d'influence avec la réforme du championnat ou alors est-ce que c'est une coïncidence et l'avènement d'une conférence ligue qui correspond plus aux forces intrinsèques du football belge et de ses clubs? C'est certainement pas un résultat dont moi je suis responsable, mais c'est un résultat dont je suis très fier parce que, à mon avis, c'est pas un hasard. Ce sont nos clubs qui ont investi dans l'innovation, dans la post-formation, dans des moyens modernes à gérer un club. Qui ont fait en sorte qu'on est là. Est-ce que ça veut dire que maintenant c'est structurel? On va voir, on ne sait pas. Mais on peut se réjouir déjà du fait qu'on vient du numéro 13 dans ce ranking et on est maintenant au numéro 8. Grimper jusqu'au numéro 7, là, l'écart, le fossé est encore très, très grand. Et je pense que ça doit être notre ambition de comment dire, raccourcir cette distance. Mais on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, 4 clubs qui joueront au mois de janvier dans des compétitions européennes. J'en suis super fier, ce n'est pas un hasard, c'est du travail qui a été fait par nos clubs et j'espère qu'on peut voir le même niveau des résultats dans les saisons qui suivent. Au niveau des résultats, en revanche, l'avènement de cette nouvelle division 2, qu'on n'appelle plus comme ça, Challenger Pro League. Voilà, et avec ces jeunes, là c'était fort décrié, nous on était plutôt partisans, voilà, on disait ça va être une bonne chose. Maintenant, ceux qui critiquent ça, ils sont de mauvaise foi, parce que franchement, c'était une excellente chose. Alors évidemment, le championnat peut être un petit peu modifié parce qu'on n'aligne pas toujours la même équipe ou la meilleure équipe, mais globalement, c'est une excellente réussite. Mais j'en suis d'accord, parce qu'on va faire une évaluation, bien sûr, au sein de la Pro League, sur l'intégration des U23, mais tous ceux qui étaient quand même très sceptiques, on dit. Oui, sceptiques, oui. Sceptiques au début. Et plus que ça même. Hein. Oui, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont quand même changé d'avis ou ils sont en train de changer d'avis. Quand je vois les résultats, je pense que c'est bien équilibré. Et je me réjouis de ça parce que c'est vraiment ce qu'on doit faire comme Pro League, c'est être la ligue où on développe du talent. Et l'intégration des U23 donne la chance de développer plus de talent qu'auparavant. Et alors, pour moi, c'est une bonne chose. Mais à ce titre, Marc, on parle l'avènement de talents belges. Est-ce que ça ne vous inquiète pas d'avoir autant de clubs maintenant aux mains de propriétaires étrangers? Ben, écoute, je suis un habitant de la ville de Louvain. Et auparavant, j'étais aussi conseiller communal. Et quand des investisseurs étrangers se sont présentés pour reprendre le club, je n'étais pas pour, j'étais contre. Parce qu'il y avait aussi une option que des investisseurs locaux allaient prendre la main du club. Je dois dire qu'aujourd'hui, quand je vois ce que King Power a fait avec le club, il n'investit pas moins en projets sociaux. Ils investissent dans le développement des jeunes talents. Et
je ne pense pas qu'on peut dire que si c'est un investisseur étranger, c'est mauvais. Je pense que ça dépend de qui, avec quel motif reprend un club. Si je vois que Tony Bloom, ce qu'il a fait avec Union, on ne sait pas dire que c'est une mauvaise chose, ce qu'ils ont fait avec le club. Alors, je me garde de me prononcer de manière très globale sur le fait que si c'est un investisseur étranger, oui ou non. Ce qui compte pour moi, c'est qu'un investisseur, s'il vient de la Belgique ou de l'étranger, qu'il se tient aux règles qu'on a décidées au sein de la Pro League, qu'il s'investit dans les réseaux locaux et dans les projets sociaux, ce qui est aussi un aspect vraiment important du foot en Belgique. Et moi, je regarde les résultats, pas quelle couleur l'argent a de l'investisseur. Et il faut aussi ajouter, au niveau européen, on ne sera même pas dans une position où on pourrait dire qu'un investisseur ne peut pas reprendre une entreprise, ce qui est un club de foot aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de jeunes dans les noyaux pro pour l'instant ? Mais non, parce qu'on a aussi des règles où les clubs sont... on a aussi des règles sur le nombre des Belges qui doivent être dans le noyau qui jouent. Ouais, il y a certains clubs qui ont du mal à remplir. C'est sur la feuille de match aussi, Laurine. Voilà. C'est la feuille de match. Mais qui dit sur la feuille de match peut être sur le banc. Il ne joue pas beaucoup. Moi, mais on a deuxièmement installé une règle au sein de la Pro League où un club reçoit un montant des recettes des droits de télé pour lutter contre ce que tu viens de dire, c'est qu'ils reçoivent de l'argent pour les minutes que des joueurs qui ont été entraînés en Belgique ont joué. Parce qu'on ne sait pas dire des joueurs belges, parce que là, il y a des règles européennes. Il y a la formation aussi. Voilà. Voilà. Mais là... mais c'est beaucoup ce qu'ils reçoivent, parce que si ça ne vaut pas le coup... Oui, ça vaut la peine. Ah oui. On peut dire des chiffres ou... Mais je ne les connais pas par cœur, à vrai dire. Parce que ça vaut la peine. Quand on voit des... Moi, je prends le syndrome El Canous, par exemple. Voilà, ce type-là, il va jouer pour l'équipe marocaine, mais il était en Anderlecht, il n'a pas joué. Avant, à Genk, il ne jouait pas. Il a fallu qu'Otto Vranken arrive. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a envie de voir. Parce que j'ai l'impression que des El Canous, il y en a un paquet. Il faut juste les voir. Oui, et ça c'est la raison pour laquelle aussi on a dit que dans les nouvelles règles qu'on a votées au sein de la Pro League, on dit que 3% des revenus doivent être dévoués soit au développement de la jeunesse, soit au foot féminin ou au handifoot, on dit handifoot, on dit en français. On fait tout pour que on se développe et on vient on va conclure très bientôt un contrat avec quelqu'un qui, au sein de la Pro League, aussi va développer la jeunesse avec le foot féminin qu'on va organiser depuis la saison. Beaucoup d'entraîneurs se sont plaints ces derniers temps du fait qu'ils n'avaient que 18 joueurs à pouvoir sélectionner et que ça avait une entrave pour certains jeunes joueurs qui ne pouvaient pas reprendre et donner de l'expérience aussi. Ça va changer, ça ? C'est un débat, il n'y a jamais un tabou au sein de la Pro League et si une majorité des clubs veut changer cette règle, on peut changer cette règle. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y a une majorité. Est-ce que vous avez l'impression, parce que le temps file et on devrait faire 2 émissions avec vous, que le football pour l'instant belge se porte bien ? Mais regarde, on vient de parler du fait qu'on a 4 clubs qui jouent au niveau européen après le break, comment on dit, après les vacances d'hiver. Je pense que c'est une super bonne chose. C'est la première fois. Hein. Mais voilà, exactement. Je pense que là, il faut se réjouir que ça se réalise parce que c'est vraiment quelque chose d'inouï qu'on n'a jamais vu. Alors, à ce niveau-là, oui. Si tu me donnes la question au niveau financier, non. Clairement, pas le cas. Et puis, il y a des chantiers. On vient de parler de la sécurité, super important. Nous, on veut investir plus encore dans la relation avec les fans. On est en train de développer des moyens pour le faire, comme par exemple avec l'application gratuite qu'on a développée avec la Pro League. Ce sont tous des moyens qu'on va voir développer pour faire en sorte que l'expérience qu'un fan a
pendant son match et même lorsqu'il n'y a pas de match, s'améliore. On sent à travers tout ce que vous dites une énorme motivation, vraiment, ça, on n'en doute pas un seul instant. Mais quand vous êtes arrivé il y a 7 mois, vous avez débarqué du monde politique, je rappelle que vous étiez vice-président de la NVA, on vous prononçait un avenir incroyable, vous avez dit non. Est-ce que vous attendiez à arriver dans un tel, pardonnez-moi l'expression, mais un tel bordel dans le football? Et sous question, est-ce que vous pensez être l'homme de la situation? Ben, écoute, je ne suis pas d'accord que c'est un bordel, parce que lorsque je viens de l'extérieur, ça c'est vrai, je viens du monde de la politique, et lorsque je parle à nos présidents, à Mehdi Baya, à Wouter van den Hout, à Yvan De Witt, et je sens l'engagement qu'ils ont pour leur club, pour faire le bien, pour installer leur club aussi au sein de la société. Moi, je ressens une énergie, une dynamique que j'adore. Est-ce qu'il y a toujours une union? Parce qu'on parle de l'Union belge, il y a la Fédération, il y a la Pro League, mais aussi l'Union, c'est la force, ça fait la force en Belgique. Est-ce qu'il y a encore une véritable union au sein de la Pro League, ou est-ce que vous sentez déjà des moments de dissension, comme ça a pu être le cas il y a quelques années avec les droits télé notamment? Mais écoute, il y a certainement une union, parce que je ressens très bien un sentiment de tout le monde de faire avancer le foot, comme sport, comme secteur économique, mais aussi comme moteur social. Et ça, ce sont les 3 champs que je trouve énormément importants et on doit avancer là-dedans. À vrai dire, il y aura toujours des intérêts divergents. Ce sera vraiment un mensonge lorsque je te raconterai que dans la distribution des droits de télé, que tout le monde veut la même chose, mais bien sûr pas. Mais on dit souvent ça, je ne croirais pas. On dit souvent que c'est les grands face aux petits, souvent. Qu'il y a un gros problème avec ça, et notamment le nombre de voix des grands. 3 voix pour les grands, si je ne me trompe pas. Une pour les 2 pour ceux le reste de D1A et une pour le D1B. Ce système, il est encore vivable? Ben, ce système est là. Il faut une majorité spécifique pour changer ce système-là. Moi, je pense que pour les clubs, les petits clubs, on a fait un truc incroyable. Ça veut dire qu'on a changé la compétition pour faire en sorte qu'il se peut qu'il y a 3 clubs qui montent du Challenger Pro League à Jupiler Pro League. Ça va changer énormément. Ça va aussi donner une dynamique intéressante. Et on a aussi installé des playdowns pour le Jupiler Pro League, ce qui va aussi accroître l'intérêt pour les clubs qui jouent. Et je pense que ça c'est le nerf de la guerre. C'est la compétition, c'est de faire en sorte que c'est attractif, que c'est ouvert, que on a un ascenseur qui est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'auparavant. Et ça, c'est là où tout commence. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, bien sûr, on aura toujours des clubs avec des intérêts divergents, mais ce qui compte, c'est est-ce que tu arrives à des résultats, et est-ce que, je dis en néerlandais, si tu commences avec un beefsteak, est-ce que tu termines avec un Américain préparé où plus personne reconnaît le point de départ. Voilà. Et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais bien sûr, ça c'est aussi la raison pour laquelle on est une organisation comme la Pro League. C'est pour débattre, mais aussi pour prendre des décisions. Et si à la fin, on prend une décision qui est bonne pour le foot en globaux, en général, là, moi, je suis heureux. Donc, tant que je vous suis, si le football belge ne ressemble pas à un fil américain, c'est positif quelque part. Il est déjà temps de conclure, Laurine Paris, mais pour vous, très rapidement, en conclusion, votre Pro League idéale, ce serait quoi, le football belge idéal? Ce serait quoi, un football de bisounours, où il n'y a pas de problème, où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde s'adore? Mais non, ce qui est beau... et ce qui est lié au foot, c'est que tout le monde a une opinion là-dessus et qu'on se débat là-dessus et qu'après un match, on dit mais quelle décision est-ce que l'arbitre a pris là? On aurait pu parler de l'arbitrage si on n'a pas eu le temps. Mais non, mais ça c'est la beauté. Et ça nous fait vivre. Ben voilà, exactement. Mais c'est aussi la beauté du sport, parce que
tout le monde en Belgique se sent concerné. Oui. On a 3 millions de supporters. On en parle au bureau, avec les voisins, même chez les boulangers. Ça, c'est l'impact. Et bien sûr, si le foot ne générait pas des discussions, des trucs difficiles ou des moments qu'on vit ensemble et dont tout le monde a une idée particulière, ce ne sera plus le foot, ce ne sera pas aussi beau que ça. Alors le foot, lorsqu'on joue un bon match, lorsque la compétition est attractive, lorsque les fans sont contents, impliqués, mais aussi impliqués dans des discussions sur les lois du foot, sur la manière dans laquelle on gère le foot, c'est une bonne chose. Un tout grand merci pour votre visite. Merci Thomas. Et soyez certains, Laurine Pareys, qu'ici, chez Leven, on est avec vous, évidemment, parce qu'on doit tous aller dans la même direction pour promouvoir, évidemment, ce football. Et donc, vous l'avez dit, hein, tous les mois, on se voit, donc tous les premiers du mois, on se voit pour un débriefing avec le monde politique. En tout cas, c'est quand vous voulez. La maison ici est ouverte. C'est le monde aussi du football. Voilà, c'était un event un petit peu particulier, un insider un peu particulier. On se retrouve donc très rapidement pour la suite des événements. Et Laurine Pareys, passez une très bonne Coupe du Monde, hein, et vive la Belgique. Merci beaucoup.